Et bonjour, aujourd'hui on va parler des différents troubles digestifs. Coucou! Alors, avant tout, on va d'abord faire des généralités sur la digestion. Alors, l'appareil digestif est un système complexe, comme vous pouvez vous en douter, qui lie plusieurs organes dans le but de transformer des aliments ingérés en nutriments assimilables par l'organisme et permettre l'évacuation des déchets digestibles. Donc voilà, il y aura plusieurs organes comme on l'a vu. Donc ici, au niveau de la cavité buccale, donc il va y avoir les lèvres, les dents, la langue, les glandes salivaires, qui vont permettre donc du coup la digestion, la mastication et la réduction des aliments en plus petits morceaux. Hop, au niveau du pharynx, on déglutit, ça descend l'œsophage, l'estomac ici. Voilà, donc du coup là, le bol alimentaire va être fractionné en morceaux plus petits, fragmentés en fait, hein, voilà. Donc ici, pareil, ça descend. Les sucs biliaires vont pareil permettre d'assimiler enfin dégrader encore certains aliments. Hop, on le passe par l'intestin grêle. Bon, il y a le duodénum, c'est le début du grêle. Hop, donc du coup, ça part à ce niveau. Le grêle, c'est ici où vont s'assimiler en fait tous les nutriments. Ensuite, on passe au niveau du côlon qui est ici. Donc, le côlon va permettre d'absorber l'eau en fait pour déshumidifier, on va dire, les sels. Parce qu'en fait, concrètement, quand on est ici, tout ce qui est nutriments, tout ce qui est matière, en fait, est très très liquide. L'absorption de l'eau se fait au niveau du côlon et petit à petit, au final, elles vont se sécher et arriver à des sels de façon moulée au niveau du rectum et de l'anus. Voilà pour en gros le trajet. Donc, les organes concernés sont la bouche, comme j'ai dit, le tube digestif, avec les différents organes que j'ai énoncés, et les glandes. Donc, du coup, il y a les glandes salivaires, le foie qui va produire aussi suc, et la vésicule biliaire et le pancréas, que j'oublie de préciser, qui va surtout permettre à l'absorption des sucres, enfin, des glucoses plutôt. Alors, chaque organe en lui-même peut avoir une défaillance, ce qui peut entraîner un trouble. Au niveau de la bouche, par exemple, on peut avoir une absence de dents, tout simplement. On va avoir du coup des troubles de la mastication et de peut-être une mauvaise absorption ou difficulté à s'alimenter. On peut avoir un abcès, des mycoses au niveau de la bouche, donc du coup, cela peut entraîner des douleurs et donc une anorexie. Au niveau de l'estomac, on peut avoir des brûlures gastriques, des reflux gastro-œsophagiens, les fameux RGO ou des vomissements. Au niveau du grêle, on peut avoir des douleurs, des spasmes, le côlon, constipation, occlusion, voilà. Alors, on va d'abord parler des fausses routes. On va essayer de détailler un petit peu les différents troubles par ordre de haut en bas, on va dire, en suivant la digestion. Donc les fausses routes, c'est le passage d'aliments en fait dans les voies aériennes au lieu de passer par l'œsophage. Ben, c'est logique en fait, à la fausse route, c'est vraiment voilà. Le risque à ce niveau des fausses routes, c'est que en passant dans les voies aériennes, bon, d'une part le risque d'étouffement, mais aussi risque infectieux. Quand le bol alimentaire passe au niveau des bronches, il y a un gros risque infectieux, donc de pneumopathie d'inhalation. Cela paraît généralement dans un contexte de dysphagie. Alors la dysphagie, c'est un trouble en fait, hein, ce sont des troubles de déglutition. Je mettrai en lien une vidéo qui vous expliquera un petit peu ce qu'est la dysphagie. Alors, quand on est confronté à une personne qui fait des fausses routes, il est important de connaître le contexte de survenue de ces fausses routes. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà fait des fausses routes, des troubles de déglutition? Est-ce qu'il a des troubles neurologiques, que ce soit AVC, Parkinson, Alzheimer, SLA?
sclérose en plaques, pardon. Est-ce que c'est quelqu'un qui est réveillé? Est-ce que plutôt un état de vigilance diminué, donc qui pourrait expliquer ces troubles? Est-ce que l'environnement était calme? Est-ce que la personne était calme? Est-ce qu'elle était agitée ou pas? Est-ce que c'était quelqu'un d'anxieux? Ça peut entraîner aussi des troubles de déglutition. Après, le but aussi est de savoir quel type de fausse route. Alors, on est souvent sur une situation un peu stressante, un peu urgente, mais il faut savoir dans un premier temps si c'est une obstruction partielle ou totale. Donc, si c'est une respiration partielle, ce qui peut nous indiquer ceci, c'est que la personne elle était capable de respirer, possiblement difficilement, mais en tout cas, elle arrive à respirer. Une respiration qui peut être sifflante, mais ça marche quand même. Elle arrive à parler et elle tousse quand même. L'obstruction totale, c'est par contre une personne qui ne peut plus du tout respirer, elle est en train de s'asphyxier. C'est une urgence vitale absolue. Il ne faut pas traîner. Hop, là, l'urgence, c'était le téléphone. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui risque de mourir rapidement si on ne fait rien. Donc, pour nous donner des signes, c'est quelqu'un donc du coup qui ne peut plus respirer. Elle commence à s'agiter. Imaginez que vous ne pouvez plus respirer, ça, vous serez vous également pris dans un état de panique. Elle ne peut plus peur, elle ne parle plus, elle n'arrive pas à expectorer, donc à tousser. Elle a la bouche ouverte comme ça, les mains au niveau du cou. Voilà, et je trouve que je le fais bien. Et elle va commencer à présenter des cyanoses au niveau des lèvres, au niveau des ongles. Ça, c'est quand, au bout de quelques secondes, quand on ne fait rien, voilà, la respiration ne se fait plus, le corps manque d'oxygène, donc du coup, on va voir apparaître des cyanoses. Alors, comment on réagit? Quand on est sur une obstruction partielle, alors je vous rappelle, c'est quelqu'un qui arrive à respirer, même si la respiration est sifflante, la personne arrive à respirer, elle arrive un peu à parler. Surtout, surtout, il ne faut pas taper dans le dos, ni faire de Heimlich. Le risque, c'est de faire bouger l'obstacle. Donc, du coup, la respiration qui était facile, qui était possible, du coup, pof, on va se retrouver sur une obstruction totale. Et donc là, du coup, l'Heimlich, il va falloir le faire parce que du coup, on va se retrouver une personne qui va être en état d'asphyxie sinon. Euh, on ne fait pas d'Heimlich, donc on tape pas dans le dos. On ne donne pas à boire non plus, on ne donne pas un morceau de pain, on ne dit pas de lever la tête ou autre. Voilà, il faut éviter les mouvements un petit peu aggravants à ce niveau. Si possible, on met la personne à l'écart, un petit peu au calme, parce que pareil, c'est quelqu'un qui va s'énerver, s'agacer, s'agiter. On essaye, nous, de rester calme, voilà, parce que si on s'agite, pareil, ça ne va pas aider. Donc, on la met en position assise, ou en semi-assise si elle est au lit, on la mobilise le moins possible, on lui demande d'ouvrir la bouche et essayer de voir si, déjà si elle a la bouche pleine, bon voilà, on va essayer de lui vider la bouche. On n'aura peut-être pas forcément l'obstacle qui va être en fond de gorge, mais au moins on va éviter que ça s'aggrave. On demande donc du coup, à la calmer et qu'elle inspire doucement, voilà, et elle inspire à fond et elle essaie de tousser en fait. En fait, on va essayer de provoquer une expectoration, donc du coup le tout qui va permettre de cracher. Voilà, c'est un petit peu le but à ce niveau. Après, ça va peut-être pas forcément marcher. Ça va être quelque chose d'assez anxiogène dans tous les cas, hein, donc voilà, on y va tranquillement. Si ça ne marche pas, il faudra certainement voir avec l'infirmier ou l'infirmière du service pour pouvoir utiliser une sonde d'aspiration, certainement devoir lui faire une aspiration buccale ou nasotrachéale, c'est-à-dire qu'on passe par le nez pour vider au niveau de la trachée, en tout cas de l'arrière-gorge. Voilà, si on n'arrive pas à évacuer, enfin si la personne n'arrive pas à évacuer et qu'elle est toujours gênée, certainement qu'il va falloir appeler le 15 pour faire intervenir rapidement les médecins et possible qu'il va falloir faire retirer l'obstacle avec une fibroscopie. Voilà, pour pouvoir dégager les voies respiratoires. Alors maintenant, on est face à une obstruction totale, c'est-à-dire que la personne ne peut plus respirer, elle est en asphyxie, elle va mourir rapidement si on ne fait rien. Si possible, on la met un petit peu à l'écart, mais après, d'un côté, c'est pas l'urgence non plus. Alors, dans l'idéal, il faut être plusieurs. Il y a plusieurs personnes réactives. Il y en a une qui va appeler le 15. Elle reste à proximité pour avoir un petit peu le déroulé de la situation. Mais voilà, il y a une personne qui va appeler le 15. Une autre personne qui va s'occuper d'essayer d'évacuer et libérer la personne. Donc,
quand on est face à une personne qui est en asphyxie, on va essayer de la dégager. Donc, on la penche vers l'avant. Hop, voilà, on la maintient un petit peu vers l'avant avec la paume de la main, du coup au niveau des sternums, on la penche en avant. On va lui donner des grosses claques. Alors, avec la paume de la main, le talon de la main, pas là, là, ça fouette, ça sert à rien, ça va faire mal, mais ça va pas dégager. Là, voilà, le talon de la main entre les omoplates et on donne des grosses claques. 5 claques. Alors, pareil, c'est pas 5. C'est, voilà, voilà, pour essayer de taper. Alors, le but, c'est va être d'essayer de déclencher un réflexe de tout pour pouvoir dégager. Ça pourra fonctionner, mais si ça ne suffit pas, donc on fait 5 claques comme ça, si ça ne suffit pas, on va devoir se lancer sur la manœuvre de Heimlich, qu'on va détailler après. On fait pareil, la manœuvre de Heimlich, on le fait 5 compressions abdominales. Si ça ne passe pas, allez, on repart sur les percussions, les claques au niveau omoplate. Et ainsi de suite, on fait 5 claques, 5 compressions, 5 claques, 5 compressions, jusqu'à ce que les secours arrivent, en espérant qu'ils arrivent vite. Après, voilà, ça peut arriver malheureusement que ça ne marche pas et que la personne décède, mais au moins on aura fait les choses. Alors, voilà, un petit peu d'images pour illustrer un petit peu la manœuvre. Donc, la première image ici, attends, hop, ici, la personne penche en avant. Donc, bon, on voit pas les claques, c'est pas grave. Là, ici, alors, je vais essayer de voir avec la caméra pour que ça marche bien. On met le point fermé. Hop, je vais mettre en face. Le point fermé, on le met sous le creux, sous les côtes, ici. Deuxième main qui va venir couvrir le deuxième. Alors, on est derrière, donc on se positionne derrière la personne. Et le but, c'est pas de venir vers l'arrière, c'est hop, on remonte. Ici, alors le but c'est de remonter, on appuie et on remonte. Voilà, assez brusquement. Voilà. Le mieux est de se positionner donc du coup derrière et assez fort. Quand on est face à une personne, soit qui est alitée ou tombée par terre, on va, dans l'urgence, on va pas forcément chercher à la relever, à la mettre en position debout, pour peu que ce soit une personne corpulente, ce sera pas évident. Alors désolé, j'ai trouvé qu'une photo avec un enfant, c'est un peu glauque, mais du coup ça va être aidant. Donc on fait pareil, on positionne la main, alors c'est presque comme si du coup on faisait les massages cardiaques, mais du coup pareil, on se met dans le creux sous les côtes et on appuie, on remonte. Voilà, le but c'est d'essayer de comprimer au niveau pulmonaire et essayer avec l'air résiduel dans les poumons de pouvoir évacuer cet obstacle. Alors, avant de faire cette fameuse fausse route avec cette obstruction, totale ou partielle, probablement que la personne aura déjà présenté des signes de dysphagie. La dysphagie, je rappelle, c'est des troubles de déglutition. On aime bien utiliser des mots savants, c'est bien, ça fait bien. Donc du coup, c'est la dysphagie. Les troubles qui peuvent mettre la puce à l'oreille, c'est quelqu'un qui va tousser pendant et après les repas, des fois un peu à distance, qui vont racler la gorge, qui vont tousser un petit peu. Une gêne dans la gorge ou dans la poitrine en mangeant, ça peut arriver. Des repas qui vont être un petit peu plus longs que normalement, une durée prolongée, quelqu'un qui traîne à table. Des difficultés à respirer suite à la prise de nourriture. Voilà, c'est une respiration un petit peu anormale pendant l'alimentation, qui vont s'essouffler un petit peu après avoir bu, après avoir mangé. Modification de la voix, une voix un peu rauque, comme mouillée, quelque chose qui, un chat dans la gorge, une incapacité à avaler la salive, difficulté donc du coup à avaler une bouchée, et aussi à la longue, ça va être des personnes qui vont présenter des bronchites à répétition. On ne sait pas forcément pourquoi, mais au final, quand on fait un petit peu la genèse un petit peu de ces troubles, on se rend compte que c'est quelqu'un qui tousse toujours pendant les repas. Donc au final, il fait des micro fausses routes, on ne s'en rend pas forcément compte. Ça va infecter au niveau pulmonaire et donc c'est quelqu'un qui va être régulièrement sous antibiotiques parce qu'il fait des bronchites à répétition. Voilà.
Alors, comment prévenir les fausses routes? Déjà, on va essayer de favoriser un environnement calme lors des repas. On va éteindre la télévision si possible, on va éviter qu'il y ait trop d'agitation autour de la personne. Euh, on va vérifier déjà son état bucco-dentaire, savoir s'il n'y a pas de trouble de mastication, parce que du coup, si elle mastique mal, si du coup, elle risque d'avaler des morceaux trop gros et donc du coup de passer à côté. On va quand même vérifier s'il a un appareil dentaire qui soit mis, c'est une base, mais c'est important. On va installer la personne bien en position assise pour le repas, ou alors si elle est alitée, en position mais bien demi-assise, voire assise si possible, quand même pour qu'elle puisse être bien installée, surtout si elle est alitée. D'abord, on rehausse la personne vers le haut du lit avant de relever le dossier, sinon elle va être en position très inconfortable pour manger et cela favorisera les fausses routes. S'il y a des troubles de déglutition avérés, on va avertir le médecin. Peut-être qu'il faudra faire une évaluation plus complète par un orthophoniste. S'il faut, c'est juste momentané, pas forcément. Mais dans tous les cas, il faudra certainement faire une évaluation. C'est important que le médecin soit au courant en tout cas. Même si pour le moment il dit qu'on ne fait rien, on surveille, mais au moins voilà, il aura eu l'information. On va adapter l'alimentation, la texture des aliments. Du coup, plutôt avoir quelque chose de plus lisse ou en tout cas de mixer si besoin. Pardon. S'il fait des fausses routes au liquide, on va épaissir les liquides. Garder la tête inclinée vers le bas, du coup, pour protéger les voies aériennes. Alors, si possible, on va éviter que la personne ait le cou en hyperextension. Je parle de ça surtout quand on boit au verre. On boit au verre, hop, j'ai ma tasse, hop, je bois, je lève la tête, et du coup, là, en fait, quand on est comme ça, on expose les voies aériennes, là, le trajet pour la trachée est complètement ouvert. Alors, quand on est comme ça, hop, le trajet, la trachée est un peu plus resserrée et donc du coup il y a moins de risques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais il y a moins de risques. Donc du coup on va prendre le temps quand même de faire manger la personne. On va plutôt par petite quantité. S'il devait y avoir force route, il vaut mieux éviter que ce soit un gros volume. Donc on va donc, comme je disais, éviter de boire au verre ou au verre à bec parce que là on lève la tête, plutôt favoriser la paille. Alors pareil, la paille, il faut faire attention aussi parce que des fois, pof, le jet peut arriver en fond de gorge, surprendre la personne et ça peut faire une fausse route. Donc dans tous les cas, si possible, une paille assez large et, y aller tranquillement. Alors ça c'est pareil, une personne qui a des troubles enfin, des difficultés respiratoires, qui va avoir une fatigue assez importante, va avoir peut-être des difficultés avec la paille. Il faudra évaluer et adapter en fonction. Après le repas, essayez de garder la position assise ou au moins semi-assise au lit pendant une trentaine de minutes, histoire que la digestion se fasse dans un climat un peu plus calme et qu'il n'y ait pas de risque de fausse route. Enfin, en tout cas, limiter le risque. Alors, on a fini les fausses routes. Maintenant, on va parler des nausées et vomissements. Donc, dans un premier temps, on va essayer de voir quelle est la différence entre les nausées et les vomissements. Les nausées, c'est juste la sensation d'avoir envie de vomir. Donc, c'est quand on parle d'avoir des hauts de cœur. On sent que ça vient, mais ça, voilà, ça reste là pour le moment, mais ça va. Il n'y a pas de vomissement encore, mais on sent que, voilà, on a mal au cœur, on est un peu barbouillé, voilà. La nausée, c'est ça. Le vomissement, c'est le rejet réel du contenu de l'estomac par la bouche. Donc c'est l'étape au-dessus, c'est un réflexe mécanique de défense de l'organisme destiné à vider l'estomac. Alors quand on avale un truc qui n'est pas bon, en général il y a un réflexe qui fait que hop, on vomit. Il est possible de vomir donc des aliments, donc ce qu'on appelle les vomissements alimentaires en fait, hein, tout simplement. Les vomissements de bile, bilieux, on a dit, c'est quand il y a des remontées de bile dans l'estomac. Souvent, quand ça arrive, quand on l'a vomi déjà plusieurs reprises, on a l'estomac vide, on peut vomir de la bile. Je pense que c'est d'arriver déjà à tout le monde. Et après, il peut y avoir aussi des vomissements de sang, c'est assez rare heureusement, ce qu'on appelle des hématémèses, et des vomissements de sel, donc les vomissements fécaloïdes. Ceux-ci apparaissent souvent, enfin le plus généralement dans un contexte d'occlusion.
Alors, ce sont des symptômes assez fréquents, hein, que ce soit les nausées ou les vomissements. Il peut y avoir de diverses origines, hein. Liées à une maladie, la gastro, l'appendicite, l'infarctus du myocarde, oui, quelqu'un qui a un infarct peut avoir des nausées et vomir. Donc voilà, ça peut être un des signes d'alerte, il faut faire attention. Après, bon, ce n'est pas le seul, hein, je vous laisserai lire la liste. Une intoxication, alors que ce soit une intoxication alimentaire, quand on mange des produits avariés ou autres, voilà, ça peut arriver, et donc du coup on va avoir des vomissements. L'alcool, pour l'intoxication alcoolique, ça c'est arrivé certainement à plusieurs d'entre vous. Après une soirée bien arrosée, intoxication au monoxyde de carbone, ça fait vomir aussi. Un excès alimentaire, quand on mange trop, l'estomac va vouloir vidanger un petit peu. Les médicaments, certains médicaments entraînent des nausées, entre autres, certains médicaments à base de morphine peuvent le faire, mais pas que, il y a beaucoup de médicaments qui peuvent entraîner des nausées. L'anxiété, quelqu'un qui va être assez anxieux ou autre peut vomir justement par cette anxiété qui voilà, se provoquer des vomissements, pardon. L'occlusion intestinale, j'en parlais tout à l'heure, va entraîner des selles noirâtres, plus ou moins des vomissements noirâtres plutôt, et plus ou moins présence de sel. Ça peut arriver. C'est jamais glamour, c'est un peu compliqué à gérer, très anxiogène pour les personnes, mais voilà, ça peut arriver, sachez-le. Une chute avec un trauma crânien aussi, ça c'est signe d'urgence, hein. Quand quelqu'un est tombé et s'est cogné la tête, s'il vomit, c'est que au niveau cérébral, il y a une atteinte. Donc du coup, là, pareil, on appelle le 15 rapidement. Alors, que fait-on quand quelqu'un a la nausée? Alors, on ne parle pas de vomissement, juste la nausée. Déjà, on va proposer un environnement calme, reposant, rassurer la personne. Bon, ça peut entraîner quand même des anxiétés, donc alors déjà, ça peut arriver quand on est anxieux de se provoquer des nausées, mais ça peut arriver aussi, enfin, ça va entraîner le même une anxiété. Donc du coup, voilà, il faut essayer vraiment de calmer la personne. Il faut aérer la pièce. Alors ça peut être aussi une odeur gênante, hein, donc du coup, ne pas hésiter à ventiler, à parfumer un petit peu la pièce. Euh, Au moins va ventiler, parce que quand on rajoute une odeur, ça peut être un petit peu embêtant. On fait le point sur ce que la personne a mangé, savoir s'il n'y a pas quelque chose qui aurait pu entraîner ces nausées, et savoir si c'est la seule personne qui présente ces symptômes. Est-ce que dans son traitement, il y a quelque chose de nouveau qui a été mis en place? Un antibiotique, ça peut être des médicaments contre la douleur. Est-ce que c'est une personne qui a un traitement pour le cancer? La chimio peut entraîner beaucoup de nausées, voire des vomissements. Voilà. Dans un premier temps, on va quand même vérifier les constantes, savoir s'il n'y a pas de troubles particuliers, parce que pareil, une personne qui être en hypotension peut avoir quelques vertiges et pas se sentir bien, donc au bord du malaise, donc ça peut y jouer à ce niveau. Personne qui va avoir des troubles au niveau du diabète, pareil, donc on vérifie une glycémie aussi. Dans tous les cas, voilà, on ne vomit pas, donc on va essayer quand même de l'hydrater parce que c'est quelque chose d'important. Donc on va essayer de faire boire la personne, alors pas des grosses gorgées, pas des grosses quantités, mais plutôt par petites gorgées, mais de façon plus fréquente. Il va falloir les stimuler. On va éviter tout ce qui est consommation d'alcool, bien évidemment. Le café aussi qui peut être un petit peu difficile au niveau estomac. On va fractionner les repas, pareil, pour éviter un gros volume d'un coup, et si possible, voilà, proposer régulièrement, donc toutes les 2-3 heures, un petit quelque chose à grignoter. On évite les aliments gras, lourds à digérer, et bien sûr, on signale à l'infirmier, ça peut être intéressant parce que des fois, il y a des traitements qui sont mis en si besoin et qui pourraient soulager la personne. Maintenant, on est face à des vomissements. Donc, pareil, on va quand même rassurer la personne, on va la calmer. C'est toujours désagréable, anxiogène de vomir, donc du coup, on va essayer d'un premier temps de la calmer. On va l'installer en position confortable, avec le matériel nécessaire aussi au cas où les vomissements devraient réapparaître. Donc, du coup, une bassine, de l'essuie-tout, un verre d'eau pour se rincer la bouche. Si la personne présente un trouble de la conscience ou des troubles de la déglutition, on va essayer de ne pas mettre la personne à plat
Elle vomit, elle risque d'inhaler, donc du coup, on la met pas en demi-assis, pardon, on va plutôt la mettre à plat et en position latérale de sécurité, en PLS. Au cas où, vaut mieux qu'elle aille partout dans le lit ou par terre, plutôt qu'elle inhale et qu'elle se... Alors, inhaler, ça veut dire qu'en fait, les vomissements, au lieu d'être évacués hors de la bouche, vont passer par les voies respiratoires. Donc, avec les difficultés que ça peut entraîner, notamment infectieuses. Alors, ça, c'est pas très agréable non plus, mais on va évaluer l'aspect des vomissures. Est-ce que c'est alimentaire? Donc, du coup, voilà, c'est au niveau de la couleur, ça va nous permettre de voir. Est-ce que c'est bileux? Est-ce que c'est fécaloïde? Donc du coup, plutôt marron foncé noirâtre avec plus ou moins une présence de sel. Est-ce que c'est du sang? Alors du sang rouge. Est-ce que c'est du sang digéré? Voilà, c'est plutôt du coup un rouge foncé ça. Voilà. En fonction, ça va être important de le signaler au médecin. On va essayer de déterminer la cause si possible. Alors on va prendre les constantes, on va rechercher d'autres symptômes, de quand datent les dernières selles, parce que si c'est une occlusion, donc du coup on va peut-être pas forcément avoir fait attention, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de selles depuis plusieurs jours. Est-ce que c'est quelqu'un qui a chuté aussi? Donc du coup on pourrait mettre ça sur le dos d'un traumatisme crânien. Donc du coup on va essayer de voir un petit peu dans quel contexte ça a été fait. On prévient bien sûr l'infirmier qui va certainement alerter le médecin. L'épisode de vomissement peut être isolé, mais si ça se reproduit, il faudra certainement un avis médical. On peut vomir à un moment donné, c'est pas toujours un signe d'urgence, mais si ça devait se reproduire régulièrement, il faudra avoir un avis médical. Une fois qu'elle a vomi, on rafraîchit la personne avec un gant, on la change si besoin, on change ses draps si c'était dans un lit, et on essaie de lui proposer de se rincer la bouche. Voilà, on essaie ou de même se brosser les dents. C'est toujours désagréable d'avoir ce goût en bouche. Maintenant, on va évoquer la diarrhée. Donc, c'est quand une personne a au moins 3 selles molles ou liquides par jour. Ça, c'est la définition de l'organisme mondial de la santé, l'OMS. Donc, au moins 3 selles molles ou liquides par jour ou à une fréquence anormale pour une personne. Elle est généralement le symptôme d'une infection gastro-intestinale et peut être due à diverses bactéries, virus ou parasites. Alors, elle est régulièrement accompagnée de douleurs ou de crampes abdominales. Mais alors, oui, j'insiste bien sur le au moins 3 selles molles ou liquides par jour. C'est-à-dire en fait, on a 3 épisodes vraiment de selles diarrhéiques. Une selle liquide par jour, ce n'est pas de la diarrhée. Il y a des personnes qui vont avoir un système digestif un petit peu particulier, enfin bon, voilà, et ils vont avoir une selle liquide. On ne parle pas de diarrhée. Même si c'est en quantité importante, ce n'est pas de la diarrhée. Donc voilà, on ne va pas donner de smecta par exemple à ce moment-là. Bon, il faudra quand même le signaler au médecin, c'est peut-être un autre problème, mais ce n'est pas en tout cas une diarrhée. Contexte. Alors par contre, oui, pardon, excusez-moi, différencier des fausses diarrhées. Alors, il y a des personnes qui ont plusieurs selles par jour, mais quand on se rend compte, en fait, ce n'est que de l'eau, que de liquide, il n'y a pas de matière, aucune matière. Et quand on regarde un petit peu sur le suivi du transit, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de selle depuis un petit moment. Alors concrètement, là, on risque d'être confronté à ce qu'on appelle une fausse diarrhée. C'est-à-dire qu'en fait, dans le tube digestif, au niveau du côlon, par exemple, il y a une boule de matière qui est restée en place. Donc les autres matières qui arrivent, hop, vont pas pouvoir passer, vont rester bloquées par ce bouchon, et ne reste la seule chose qui va passer, en fait, ça va être les liquides qui vont suinter, qui vont passer autour de ce bouchon. Donc en aval, donc au niveau de l'anus, on ne va retrouver que des selles liquides. Alors dans ce cas, ce n'est pas des diarrhées, ça va être vraiment un problème de constipation et une fausse diarrhée. Donc il faudra certainement faire un lavement pour essayer d'évacuer ce bouchon. Donc il faut être prudent à ce niveau. Palper le ventre, voir si on n'est pas sur une personne qui est une distension abdominale, donc un abdomen important, ou voilà, s'il n'y a pas une douleur à un endroit précis.
Donc du coup, mais ça c'est plutôt l'infirmier ou l'infirmière, voire le médecin qui va faire le point. Il faut quand même prendre en compte le contexte aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sous antibiotique? Ça peut entraîner des diarrhées. La chimio aussi, certaines chimios peuvent entraîner des diarrhées, donc du coup les médicaments peuvent savoir s'il y a des médicaments instaurés qui ont pu modifier à ce niveau le transit. Est-ce que tout simplement ça peut être une gastro, hein, une gastroentérite, donc peut-être que dans l'entourage il y a d'autres personnes qui sont atteintes. Alors, une personne qui a une stomie digestive, une iléostomie, je ne parle pas de la colostomie, mais bien de l'iléostomie, c'est en fait le grêle, l'intestin grêle qui est abouché au niveau de la peau. Donc il y a une poche qui est sur la peau et c'est l'intestin grêle qui ressort à ce niveau, donc les selles qui sont dans le grêle. Vu que, comme je disais tout à l'heure, l'absorption de l'eau au niveau des selles se fait dans le côlon. Donc le côlon, en fait, on n'y est pas quand on est au niveau de l'intestin grêle, donc l'eau n'a pas pu être absorbée. Donc ça va être forcément des selles beaucoup plus liquides. C'est juste pour le savoir. Donc on ne parle pas forcément de diarrhée, mais de selles liquides à ce niveau parce que c'est des selles au niveau de l'intestin grêle. Des personnes vont avoir été opérées au niveau du tube digestif, vont avoir ce qu'on appelle un tube court. Des fois, certaines personnes qui vont avoir beaucoup de tubes digestifs retirés. Donc, l'absorption se fera beaucoup moins importante et pourront avoir donc du coup des selles liquides. Alors, quand on est face à des diarrhées qui sont persistantes, le risque concrètement, c'est la déshydratation. Donc, ça va être des personnes qui vont avoir soif, avoir une bouche, une langue sèche, un regard un peu terne, les yeux enfoncés, un pli cutané. Ça, je pense qu'on y fait tous attention. On prend la main, par exemple, on pince ici, tac, et voilà, bon, ça va, pas de problème à ce niveau, tant mieux. Mais une personne déshydratée, en fait, va avoir ce pli qui va rester un bon petit moment et descendre petit à petit. Hop, voilà. En général, c'est aussi une peau assez fine. Donc, une peau sèche, froide, pâle. Alors, déshydraté, on peut avoir de la fièvre, donc important à savoir. Et quand on est déshydraté, bien sûr, vu qu'on n'a pas beaucoup d'apport en eau, on va pas avoir beaucoup d'urine. Donc c'est important de noter quand on a une personne qui urine peu, c'est peut-être aussi qu'elle est déshydratée. On va avoir des maux de tête. Voilà, il faut boire suffisamment d'eau pour ne pas avoir de maux de tête. Juste en aparté, quand on a fait une soirée bien arrosée, qu'on a mal au crâne le lendemain, c'est surtout parce qu'en fait, l'alcool déshydrate et du coup, ce mal au casque est lié à une déshydratation. Donc, il ne faut pas hésiter à boire beaucoup d'eau le lendemain d'une fête. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, du coup, on peut être désorienté. Une personne âgée qui est déshydratée peut être complètement confuse. On peut avoir des troubles de la conscience, avoir des malaises, des étourdissements et une modification du comportement, donc avec une agitation ou au contraire une apathie, quelqu'un qui va rester prostré et une grande faiblesse. Face à une diarrhée, comment on réagit? Alors, souvent, il y a un traitement qui a été mis en place. C'est un traitement symptomatique. C'est pour pouvoir traiter la diarrhée, ça peut pouvoir traiter les crampes abdominales, je pense au spasmon par exemple. Nous, en tant que soignants, on va surveiller, alors en amont, le nombre de selles, l'aspect des selles. Est-ce que c'est des glaires? Est-ce que c'est du sang? Est-ce que c'est quelle est la couleur des selles? C'est important de le savoir. Mettre en place des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire on va augmenter les apports hydriques, donc encourager à boire davantage, donc varier un petit peu les différentes boissons pour que les personnes boivent un peu plus. On va limiter les aliments riches en fibres. Là plutôt c'est les aliments plutôt sans résidus enfin un régime sans résidus qu'on va mettre en place. Un régime sans résidus, c'est-à-dire que, comme son nom l'indique, c'est que le maximum de ce qu'on va absorber va être absorbé, qu'on va avaler, va être absorbé par le corps. Donc c'est tout ce qui est riz, pâtes, viande hachée, viande blanche, pardon, le poisson, certains poissons vont être bons pour ça. Bien sûr, on va avoir une hygiène des mains
rigoureuse, parce que si c'est une gastroentérite, le but est d'éviter de contaminer tout le monde. Voilà, soi-même les premiers et aussi les autres résidents. Alors après la diarrhée, on va parler de la constipation. Donc ça se définit par une difficulté à déféquer, souvent à cause d'une grande dureté des selles et une présence de moins de 3 selles par semaine. Alors, à nuancer aussi avec les habitudes de la personne. Il y a des gens, leur rythme classique est d'aller à la selle tous les 3 jours. À nuancer aussi avec l'apport alimentaire. C'est vrai qu'une personne qui mange très très peu aura un rythme plus lent qu'une personne qui s'alimente normalement, voire en excès. Chez les personnes âgées, le problème de transit, de constipation, c'est souvent une source d'anxiété. Voilà, donc du coup, il faudra bien rassurer les personnes, bien surveiller et rassurer les personnes si besoin. Alors pourquoi la dureté de sel juste? Parce qu'en fait, c'est un transit plus long et donc du coup davantage de temps au niveau du côlon, donc du coup davantage d'eau qui va être absorbée. Donc du coup des sels plus durs et donc du coup plus difficiles à évacuer. Alors quelles en sont les causes? Souvent ça peut être une alimentation pauvre en fibres, faut manger des légumes, hein, voilà. Une hydratation insuffisante, pareil, on n'y pense pas forcément. Mais mal s'hydrater peut entraîner une constipation parce que justement il faut humidifier ses selles. Voilà. Une diminution de la motricité digestive, alors souvent liée à une baisse d'activité physique ou une prise importante de morphinique. Ce qu'on appelle le péristaltisme, c'est-à-dire des contractions du tube digestif en fait qui va faire avancer les selles, va être ralenti à ce niveau. Les causes psychologiques liées à un stress lors de la défécation, alors ça arrive quand on n'est pas chez soi, on n'a pas forcément envie d'aller à la selle parce que du coup, si on est un petit peu gêné ou autre, quand on est dans un endroit où bon, oui, voilà, on n'est pas à l'aise, on va pouvoir se retenir et du coup entraîner une constipation. Ça, c'est plutôt psychologique. Euh, voilà, et une obstruction liée aussi à la compression d'une tumeur. Quand on a une tumeur du tube digestif, du coup, ça va prendre du volume et du coup, le tube digestif va être comprimé. Et là, c'est plutôt étranger à la digestion. C'est juste que voilà, quelque chose qui va empêcher que ça passe. Alors, au niveau des complications, première étape, c'est le fécalome. Alors, c'est une accumulation de sels durs et sèches dans le rectum, ce qui provoque un bouchon de matière. Alors, la première étape, c'est le fécalome. La complication, encore plus, c'est l'occlusion. Donc, c'est important de suivre le transit vraiment des personnes, de savoir quelle est la fréquence, quel est l'aspect des selles. Quand je parle de l'aspect des selles, savoir si ce sont des selles liquides, molles, pâteuses ou dures, voilà, ou moulées tout simplement. En fait, voilà, est-ce que les selles sont normales ou pas. Si on a un problème à ce niveau, il faut surtout alerter l'infirmier, ou alors quand on est à domicile, on va alerter la famille. Des fois, il peut y avoir des laxatifs de prescrit, donc du coup, il ne faut pas hésiter à remonter l'information pour qu'on puisse mettre en place ce qu'il faut. Comme je disais, il faut faire attention à la fausse diarrhée. En cas d'occlusion partielle, seuls les liquides vont passer. Donc du coup, on va se retrouver en croyant que c'est une diarrhée, on va mettre du smecta et on va aggraver la constipation. Alors, l'occlusion intestinale maintenant, c'est un blocage partiel ou complet de l'intestin, ce qui empêche le transit normal des matières fécales et des gaz. Donc, ça peut arriver aussi bien au niveau de l'intestin que du côlon, et ça va entraîner de grosses douleurs abdominales, des ballonnements, des nausées ou des vomissements. Alors, comme je disais, les vomissements, dans un premier temps, vont être alimentaires, puis ensuite fécaloïdes. C'est une urgence vitale, hein. Ça peut entraîner en fait le décès de la personne, parce que l'occlusion, au final, il y a une partie de l'intestin qui va nécroser, et donc ça peut l'enveloppe va se nécroser, et imaginez que un tissu nécrosé peut s'ouvrir. Donc s'il s'ouvre, les selles vont passer à travers et envahir la paroi abdominale.
Donc il y a un gros risque de péritonite, donc ce qui est l'inflammation du péritone, c'est d'ailleurs en fait au niveau abdominal en fait, hein, c'est le tissu abdominal. Et si on ne prend pas garde, la dernière étape c'est le choc septique. Donc c'est une grosse infection généralisée et ça peut entraîner le décès de la personne. Donc il faut être vraiment vraiment attentif à ce niveau. Une occlusion, comme je disais, arrêt des matières fécales, arrêt des gaz aussi. Donc du coup, important de savoir si la personne a des gaz, si elle pète ou si elle a des bruits digestifs. Les causes de l'occlusion, ça peut être mécanique. Alors une personne qui a été opérée au niveau digestif, ou même des fois à la naissance, hein, peut avoir des adhérences intestinales. C'est-à-dire en fait, là, j'ai mon tube digestif, voilà, et il y a une intervention, le tissu cicatriciel autour va faire du tissu fibreux et ça va me tenir en fait mon anse intestinale. Donc c'est ce qu'on appelle des adhérences, c'est pas terrible du coup parce que vu que ça maintient, ça peut comprimer un petit peu et ça peut entraîner donc du coup une occlusion. Voilà, j'espère avoir été clair. Les hernies, une hernie, quand que ce soit inguinale, abdominale ou je sais plus où, c'est que hiatale aussi. En gros, dans le alors, hop, on va se faire comme ça. Donc, du coup, au niveau de l'estomac ou au niveau de l'aine ici, il peut y avoir des zones de faiblesse au niveau de la paroi abdominale. Et donc, du coup, en fait, il y a une anse abdominale, c'est-à-dire en fait une boucle qui va pouvoir s'en ressortir au moins partiellement. Et donc, du coup, comprimé par cette hernie, parce que du coup, en fait, par cette zone de faiblesse, en final, il y a un petit peu trop de tissu qui va passer, donc du coup, ça va être un peu compressif, et les matières, en fait, vont se retrouver bloquées. Donc du coup, voilà. Toutes les personnes qui ont des hernies ne se retrouvent pas en occlusion, mais c'est un facteur de risque. Une torsion du tube digestif. Alors là, c'est au niveau de l'estomac souvent, après une anse aussi, peut hop, se vriller. Donc du coup, imaginez, alors, je ne sais pas comment le mimer, hop, à ce niveau, j'ai une anse et alors je ne sais pas si ça se voit, hop, voilà, et ça va être comprimé comme ça. Donc au niveau de cette zone de faiblesse, il va y avoir, enfin de cette zone, voilà, ça va être comprimé et ça peut donc du coup entraîner une occlusion. Maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire. Le fécalome aussi, bien sûr. C'est donc l'étape d'avance. Si on n'a pas été vigilant, on va passer donc du coup du fécalome, ça va continuer, on va se retrouver en occlusion. C'est vraiment dommage de devoir en arriver là, sachant que ça traîne quand même depuis un petit moment si besoin, enfin, logiquement. Donc là, on est sur les causes mécaniques, les causes fonctionnelles. Alors, c'est un mauvais fonctionnement de l'intestin sans forcément avoir d'obstacle. Alors, les matières en fait n'avancent pas. Souvent après une anesthésie, quand du coup il faut que le transit se relance, certains médicaments aussi pour pouvoir avoir ce type d'effet. Alors, les signes d'une occlusion intestinale, c'est un transit qui est arrêté. Il n'y a plus de matière qui passe, mais il n'y a plus de gaz, comme je le disais tout à l'heure. On va avoir quelqu'un qui va avoir un abdomen distendu. Vraiment, un ventre très gonflé, très dur. Du coup, voilà, on peut limite faire du tambour dessus. On sent quand on tape, ça sonne creux en fait, hein. À la palpation, on sent que c'est quand même difficile, c'est douloureux et on sent que voilà, c'est prêt à exploser presque, hein. Voilà, c'est pas le cas, mais voilà, pas le cas. Ça peut malheureusement l'être, mais voilà, on sent que voilà, c'est très très tendu. Des douleurs, bien sûr, hein, voilà, et on peut avoir l'apparition de nausées, de vomissements. On peut avoir bien sûr aussi l'arrivée de fièvre quand c'est pas traité, quand ça traîne un petit peu. Je n'ai pas noté, mais une personne qui est donc constipée peut aussi avoir une rétention d'urine et on va être agité. Ça paraît un petit peu logique quand on y pense. Quand on n'est pas bien, une personne en plus, si elle est assez confuse dans temps normal, ça va majorer cet état. Le traitement de l'occlusion, en fait, nécessite une prise en charge médicale d'urgence.
Donc c'est souvent des personnes qu'on va envoyer aux urgences très rapidement parce que du coup, au final, le pronostic, comme je disais tout à l'heure, est engagé quand même, hein, si on n'y fait rien. Donc du coup, il faut falloir faire quelque chose. Dans un premier temps, les médecins vont faire des imageries, donc du coup, au moins une radio, voir s'il y a des matières bloquées, sinon possible aussi de faire un scanner. On va devoir poser une sonde nasogastrique pour mettre l'estomac en repos. Donc du coup, c'est une sonde qu'on va passer par le nez qui descend jusque dans l'estomac, reliée à une poche qui va permettre de vider l'estomac. On va la laisser en place plusieurs jours généralement. Donc ça veut dire que la personne ne mange plus. Et vu qu'elle ne mange plus, il va falloir l'alimenter quand même et hydrater. Donc on va certainement devoir mettre une alimentation, ce qu'on appelle parentérale. C'est une alimentation par perfusion, que ce soit par voie périphérique au niveau des veines, ou par voie centrale, une chambre implantable, ou une voie centrale. Donc du coup, peu importe la voie, certainement une alimentation parentérale sera mise en place. Au mieux, ça sera un traitement médical, c'est-à-dire avec les traitements médicamenteux. Un repos, des corticoïdes, des laxatifs, ça peut des fois suffire, un lavement, mais il y a des fois où un traitement chirurgical sera obligatoire et la personne devra passer au bloc. Voilà. Alors, c'est pour ça que je mets l'accent quand même sur la prévention. Je l'ai dit, je l'ai répété, il faut vraiment surveiller le transit, savoir où la personne en est, parce qu'en fait, on n'est jamais serein quand une personne en plus est un petit peu autonome, on ne sait pas trop où on en est, on ne va pas forcément l'avoir tracé, nous on ne s'inquiète pas trop, mais des fois voilà, on peut se retrouver face à une situation très compliquée sans le savoir. Donc on va être vigilant, on pose la question régulièrement aux personnes. Des fois, quand on est face à des personnes qui ont des troubles cognitifs, on n'est pas sûr de la réponse. Bon, soit c'est arrivé en notre présence, donc du coup, nous, on va pouvoir le tracer. Après, il y a des signes d'alerte des signes qui ne sont pas trompeurs, hein, donc on va voir des fois les WC qui sont sales, des gants, des serviettes sales, ça va être une protection aussi tachée, ou encore des selles au niveau des fesses. Voilà. On va se devoir vraiment jouer un petit peu aux inspecteurs et aux détectives privés pour voir, enfin, c'est pour plaisanter, mais voilà, il faut être vraiment vigilant et voilà. Le but est de vraiment éviter d'arriver au fécalum et alors encore plus à l'occlusion parce que vraiment le risque vital est vraiment engagé. Voilà, voilà en gros ce que j'avais à vous dire sur les troubles digestifs. Et si d'autres choses me viennent en tête, d'autres troubles, si vous avez d'autres soucis, n'hésitez pas à m'en parler, je pourrais prolonger un petit peu ma formation. Allez, bon courage à vous.